fait, quand tu es dans des boîtes en hyper-croissance, t'es jamais content, très souvent. T'es un insatisfait chronique, parce que tu vois tout ce que tu peux potentiellement faire, et t'es frustré parce que t'as pas assez de personnes pour pouvoir réaliser ce que t'aimerais pouvoir faire. Et en fait, il n'y a pas de bon style de management, il y a des styles différents. Et surtout, en fait, il y a des situations différentes auxquelles il faut pouvoir s'adapter. Et donc c'est ça aussi qui est assez intéressant, parce que tu vois les choses évoluer extrêmement rapidement. Et donc tu sais que ce que tu fais répond à un problème à un instant T, mais tu sais pas s'il résolvera plus tard en fait. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Salut Bertrand. Salut Pierre. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et de rien, ça fait plaisir. Je viens déjà d'apprendre quelque chose juste avant qu'on démarre. Tu viens de me donner un petit cours de radio en live, parce que avant ta carrière informatique, je viens de apprendre que tu avais fait de la radio. Tu avais fait de la radio pendant 4 ans. 4 ans, ouais, exactement. Une radio qui s'appelle Prune, qui est à Nantes, et où je faisais la réalisation, et où j'avais une émission de radio hip-hop, et puis après j'ai eu du reggaeton aussi à un moment. C'est une autre époque. D'accord, donc là tu viens de me donner un cours sur comment me positionner, comment parler. Je vais pouvoir sur les prochains podcasts être bien plus performant et avoir une qualité de son fantastique. Donc je te remercie. Mais de rien. Et donc on va enchaîner avec cette deuxième carrière. Cette deuxième carrière. T'as plutôt choisi la carrière pour laquelle t'avais étudié, à savoir l'informatique. Exactement. Et il y a tes 2 dernières expériences qui sont particulièrement intéressantes et sur lesquelles je pense qu'on va revenir plus particulièrement. Ce sont tes expériences chez Captain, anciennement chauffeur privé, et puis l'expérience actuelle chez Back Market, où en fait tu vis 2 expériences dans 2 sociétés qui sont atteintes d'un grand mal, à savoir l'hypercroissance. Et donc aujourd'hui chez Back Market, tu es Head of Engineering. Exactement. Et chez Captain, en fait, tu as eu 5 ou 6 métiers, 5 ou 6 postes, 5 ou 6 équipes différentes. Exactement, mais j'ai toujours été engineering manager chez Captain. C'est juste que j'ai eu 6 équipes différentes parce que ça changeait extrêmement rapidement. Mais toujours sur le même domaine, c'est que j'étais sur la partie B2C, donc quand vous ouvrez l'app, j'avais des équipes dans cette partie-là. Du coup, chez Captain, tu y restes combien de temps ? Un peu moins de 3 ans. 3 ans et 6 équipes différentes. Exactement. D'accord, donc tu as changé tous les 6 mois. Ouais, c'est exactement ça. Tous les 6 mois. Et en passant de component team à feature team vers component team, etc. En fonction des différentes réorganisations qu'il pouvait avoir liées à la scalabilité, l'ouverture de nouveaux pays, la réorganisation naturelle, puisque on embauche de plus en plus de personnes. Donc voilà. Et alors tu t'es fait une spécialité des sociétés en hypercroissance, c'était visé, c'était une volonté, c'était un hasard, comment ça s'est fait ? Je sais pas. Moi j'ai commencé classiquement fin des années 2000, donc du coup dans des SS2I, donc je pense qu'à l'époque les startups en France ou les scale-up avaient pas forcément la même envergure que maintenant. Peut-être que j'aurais choisi aussi plus d'aimer sociétés comme ça si j'avais pu le faire. Après j'ai commencé à travailler en province, je suis venu après sur Paris. J'ai continué naturellement dans des SS2I, puis après un SS2I on a bossé ensemble aussi, mais qui avait plus des dominantes tech, et c'est ce qui m'intéressait. Et après j'ai eu besoin de changer, de partir du service ou du conseil pour être plus dans les sociétés de produits, et c'est là en fait que je suis parti à l'époque chauffeur privé. En l'occurrence c'était une boîte, maintenant on appelle ça des scale-up, des boîtes qui avaient levé de l'argent et qui allaient de plus en plus fort. Et après, en quittant Captain qui était devenu chauffeur privé qui était devenu Captain, pardon, j'ai recherché le même type d'entreprise où on pouvait grandir, grossir, etc., et devoir structurer des équipes, monter des équipes et embaucher des gens et créer tout ça, quoi.
Ouais, c'était une volonté. T'as visé une société qui était en croissance et sur laquelle il y avait un pari et sur lesquels ça pouvait scaler fort. Exactement. Bon, pari réussi alors. Je pense. Enfin, voilà, pari réussi. Si on parle de back market, est-ce que justement tu peux nous parler qui est depuis 1 an? Ouais, un peu plus d'un an, exactement. Alors, pour le coup, hyper croissance. Tu en es le témoin. Est-ce que tu peux nous en parler de comment tu l'as vécu cette année? Déjà, avec la situation sanitaire et la pandémie, c'est pas forcément ce qui est le plus facile quand on est dans une boîte en hyper croissance, surtout lorsqu'on part tous en remote comme ça. Ça apporte des difficultés auxquelles on n'était pas forcément préparé au début. Moi, j'étais là depuis 2 mois dans l'entreprise. T'onboardes des gens dans la boîte en remote. C'est hyper compliqué. Il faut faire livrer du matériel aux gens. Enfin, ça, c'était pas mon équipe. C'est l'équipe IT, mais ils avaient un taf incroyable à faire. T'embauches, tu continues d'embaucher même en étant en plein confinement et tout. Donc, ça apporte des challenges qui sont pas forcément évidents. Et même pour les gens qui sont onboardés à ce moment-là, quoi. C'est très compliqué de rejoindre une entreprise et n'a jamais revu les locaux ou n'a jamais revu les gens. Donc ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, ça reste le même. C'est qu'en gros, tu embauches beaucoup de personnes. Ton job, il est à l'international. Donc, Back Market a des locaux à Paris, à Bordeaux, à New York et à Berlin. Il y a aussi une partie... il y a d'autres locaux, mais là, je parle des locaux... locaux tech, c'est plutôt Paris, Bordeaux, Berlin. Pour l'instant, on n'a pas de tech en tant que tel à New York. Mais donc, du coup, c'est plutôt les personnes que tu vas... rencontrer qui ne sont pas forcément ni dans la même ville ni dans le même pays. Donc du coup tu passes d'une société française, franco-française à une société internationale où tu vas du coup faire passer tes équipes en anglais, où tu vas devoir aussi adapter ta culture d'entreprise pour éviter de rester trop franco-français. Et tout ça, c'est des challenges qui arrivent en même temps que la tech. Ça veut dire en fait réduire la dette technique qui aura pu s'accumuler au fur et à mesure du temps, tirer vers le haut la plupart des personnes qui sont toujours dans l'entreprise et qui auraient été recrutées à une époque de série A par exemple et qui ne connaissent pas forcément les modes d'organisation d'une entreprise qui a une échelle plus grande. C'est aussi compliqué pour des gens qui ont rejoint une entreprise où ils étaient 40 et puis là d'un seul coup l'entreprise fait 400 personnes, je sais pas, je dis une bêtise, mais 2-3 ans après ou 2 ans après, et donc du coup c'est tout se structure autour de soi. Les choses sont plus, on va dire, réglementées et cadrées. Il y a des contraintes plus fortes. Faire casser du code en prod, c'est un impact plus élevé en termes de business. Faut faire attention. Là, on a lancé le Japon, donc en fait, maintenant, on est aussi en Asie. Donc, tu as des problèmes associés au time zone, associés à la façon dont tu vas gérer les différentes parties de ta plateforme et ton infrastructure. Faut que tu muscles aussi toute ta partie infra, ce qu'on appelle aussi le DevOps, et toute la partie d'automatisation, ton release pipeline, etc. Donc, tu as tous ces challenges-là qui arrivent en même temps. Donc, culture, organisation, tech, et puis forcément, ça, je te parle de mon point de vue à moi, peut-être l'aspect business, où forcément les gens qui sont côté Ops, opérationnel, vont vouloir mettre en place plein de choses dans le produit pour être sûr de pouvoir continuer à faire grandir le produit en tant que tel et apporter du business sur le produit. Donc ouais, et puis toutes les idées qui peuvent émerger de plein de gens sur les produits qu'on va pouvoir lancer, en l'occurrence chez Back Market. Pardon. Et donc du coup, c'est réussir à aligner tout le monde pour éviter de privilégier trop une partie plutôt qu'une autre. Faire la tech pour faire la tech, faire du produit pour faire du produit, etc. sans toujours avoir un objectif business derrière, quoi. Ça fait beaucoup de choses. Du coup, là, t'as toutes les problématiques que tu as rencontrées cette année, voilà, elles sont alignées, alignées dans ce que tu viens de dire. Je rebondis sur une ou deux là en particulier. Là, t'as parlé on a continué à recruter. Confinement, on a continué à recruter, on a continué à onboarder. Vous avez mis, quand on onboard plus dans les locaux et à distance, vous avez mis en place des process. Pour ça, vous avez logistique, montée en compétences, formation. Qu'est-ce que vous avez mis en place de particulier dans ce contexte-là ? Ouais. Dans la plupart des entreprises que j'ai pu voir, très souvent il y a de la doc, mais il y a aussi beaucoup d'aspect oral. Quand on va demander quelqu'un, on le prend à côté de soi, on va faire du pair programming, on va lui expliquer des choses, des tips. Ah, c'est pas écrit dans la... Ouais, il n'y a pas de doc là-dessus. Bon, on n'a pas pensé en faire, etc., etc. Quand tu passes sur du full remote, comme on a aujourd'hui,
à cause de la situation sanitaire, en fait, normalement, tu passes sur un mode asynchrone avec beaucoup plus de documentation écrite. Donc, il faut que tu processes beaucoup plus par rapport à avant. Ta documentation, il faut qu'elle soit mieux structurée, qu'elle soit beaucoup plus à jour. Je dis pas qu'on doit toujours le faire, enfin, on devrait pas le faire. Ça va toujours être le cas, en fait. Mais faut pas se mentir. Quand tu as une boîte qui est en hyper croissance, tu as forcément des moments où tu oublies de faire certaines choses, volontairement ou involontairement. Et donc, bien sûr, c'est de dire, OK, il n'y a pas de documentation sur cette partie-là. Je vais te l'expliquer à l'oral, on va se faire un point par Zoom. Mais après, il faut absolument qu'on écrive un truc parce que le prochain qui va passer, faut pas qu'il ait heurté le même mur que toi. Donc, moi, j'ai un petit process. En gros, c'est la personne qui s'est fait onboarder doit m'écrire un état des lieux. Un rapport d'étonnement pour savoir là où il a eu de la friction, pour la prochaine personne qui arrive, on ait retiré au moins un point de friction sur l'ensemble des frictions qu'a eu la personne précédente, quoi. Tu demandes ça quand, en fait, à la fin de la première semaine, à la fin d'un mois, c'est quand? Ouais, c'est en général à la fin de la première semaine, un peu genre tes idées. Après, la deuxième semaine, très souvent, la personne a déjà commencé à coder et tout, donc qu'est-ce qui se passe? Et après, au bout de la 4e semaine, quelque chose parfois de beaucoup plus formalisé, associé à l'organisation aussi. Est-ce que tu as une vue sur ce que font les autres équipes? Est-ce que tu as une vue sur ce qui se passe à l'intégralité de la tech? Est-ce que tu comprends les différents produits chez Back Market? Est-ce que tu comprends, voilà, etc., etc., quoi. Alors parfois, c'est juste une discussion avec la personne. Si la personne estime qu'elle est au clair, ça va. Parfois, c'est plutôt une sorte de 10-15 lignes qui vont être écrites pour avoir des notes et puis pouvoir itérer dessus, quoi. Ok. Et du coup, tu parlais également de pair programming. D'habitude, quand on demande quelqu'un qui arrive, on fait des petits ateliers, on fait du pairing, tout ça. Mm-hmm. Est-ce que tu l'as organisé? Est-ce que tu l'organises justement en distanciel? Ça aussi, comment tu l'as organisé? Quand il y a une personne qui arrive dans l'équipe, enfin dans une des équipes, forcément, il a quelqu'un avec qui il va bosser en direct tout le temps. Si c'est une personne qui est back-end, à dominance back-end, on va lui attribuer une personne dans le côté back-end avec qui il va pouvoir discuter de manière extrêmement régulière. La même chose côté front. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hésitation de la personne qui arrive dans l'entreprise en disant je ne sais pas si à qui je peux demander de l'aide, etc., etc. Donc en général, il y a une personne à qui on va dire tu peux t'occuper de lui ou d'elle pour être sûr qu'elle puisse, cette personne-là puisse être un débloqueur en fait. D'accord, ok. Donc ça peut être du pair programming, mais plein d'autres choses. C'est des questions, mince, je sais pas comment faire ça. Ah oui, il n'y a pas de doc là-dessus. Bon, ok. Désolé, il y avait ce point-là où il n'y a pas de documentation, ça revient au point à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est sûr que la personne ne reste pas toute seule dans son coin à pas savoir comment faire, quoi. Et tu parlais également je rebondis, tu disais entreprise internationale, des bureaux tech dans différentes villes, langue en anglais, et puis différence de culture. Alors ça, du coup, qu'est-ce que tu as observé comme différence de culture, peut-être différence de vocable? Des fois, dans certaines cultures, on dit oui, ça veut pas dire oui. Dans d'autres cultures, on va dire que voilà. C'est quoi les grosses différences culturelles que tu dois réconcilier aujourd'hui? Il y a deux choses. Il y a la langue et la culture. Parce qu'en fait, très souvent, on dit il parle pas très bien anglais, tu vois. Faut peut-être donner des cours pour qu'il parle mieux anglais, ou elle parle mieux anglais. Mais on oublie une partie culturelle. C'est pas parce qu'on parle anglais qu'on maîtrise la culture de la personne qui est en face. Ouais. Exemple typique, on recrute des gens là à Berlin. Il y a une personne en fait qui vient du Brésil et qui est venue vivre à Berlin. Et du coup, on recrute cette personne-là. Et nous, on est français et on vit à Paris ou à Bordeaux. Et donc, du coup, tu as un mélange de culture et de nationalité. Et donc, il va falloir faire attention comment est-ce qu'on diffuse l'information, donne du feedback. Et puis, ça reste du management, mais c'est savoir comment est-ce qu'on va s'occuper de cette personne-là tout en pouvant lui donner un feedback correct qu'elle comprenne et qu'il ne soit pas tout simplement un Français qui donne un feedback à un autre Français, quoi. Tu as des exemples concrets justement de comment, par nationalité, certaines spécificités de justement comment donner du feedback, comment donner un conseil? Pas donner du feedback ou comment donner un conseil, mais il y a un livre qui est très intéressant là-dessus qui s'appelle Culture Map d'Erin Meyer, qui existe en français, je crois que ça s'appelle Travailler à l'international, ou je sais plus, un truc comme ça. Ouais. Et qui permet d'expliquer les différences de culture en fonction de la France, des États-Unis, du Japon, des cultures et des langages contextualisés comme le français ou le japonais au maximum, qui est un langage extrêmement contextualisé, contrairement à l'anglais américain où c'est peu contextualisé et
assez straightforward. Je sais pas comment on peut dire ça. Mais donc du coup, et puis après, tu as aussi toute cette partie où très souvent un Américain, quand il va faire un feedback potentiellement négatif, il va faire un feedback positif, ou même parfois deux, avant de donner un feedback négatif. Et nous, en tant que Français, on s'attend à avoir directement le feedback négatif, tu vois. Et donc on peut sortir de là en disant « Ah, mais trop bien, il est content de moi et tout machin », parce qu'on n'a pas réussi à entendre, tu vois, le négatif qui était... la chose qu'on voulait voir améliorer, quoi. Donc, voilà, il y a d'autres choses, d'autres exemples concrets, là, que tu as... Ouais, après, il y a un exemple, par exemple, avec les gens qui viennent d'Inde, où moi, j'avais eu des gens qui venaient d'Inde et qui étaient venus vivre en France. Donc, pour eux, c'est un énorme choc culturel, langage... et plein d'autres choses, même au jour le jour, quoi. Et donc, du coup, c'est sûr que tu parles à une personne, tu as l'impression qu'elle a compris, elle te dit oui. Mais c'est vrai que, majoritairement, quand tu travailles avec des Indiens, il faut être sûr que faut pas qu'ils aient peur de te froisser. Donc, ils peuvent tendance, certains, à dire oui, ils ont compris, alors qu'en fait, ils n'ont pas tout compris. Et toi, en tant que Français, tu vas t'attendre à ce que c'est bon, la personne a compris, c'est parti, quoi. Et en plus de ça, tu vas t'attendre à ce que la personne ait compris tout le contexte, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Et on oublie qu'on est français et que très souvent, quand on dit à une personne, tu peux faire ça, faire ci, faire ça et tout, on assume que la personne va le faire de telle manière, quoi. Et très souvent, ça revient, et si ça revient pas exactement comme on espérait, en fait, on va certainement recadrer en disant, attention, j'attendais plutôt ça, etc., quoi. Mais c'est assez fluide, et on voit dans d'autres types de nationalité plutôt anglo-saxonne, où les choses parfois sont extrêmement carrées, où il y a des rapports de réunion avec du temps passé sur chaque question, etc. Alors que tu fais des réunions avec des Français et parfois tu es content qu'il y ait un compte rendu, quoi. Déjà, c'est une bonne chose. Mais tu n'as pas les minutes de tout le meeting qui peut être là, quoi. Et donc je pense que pour des gens de l'international qui bossent justement avec des Français, qui vont être peut-être moins structurés dans leur rapport parce que pour X raisons, hein, peut-être la culture française aussi. Peut-être que eux aussi ils sont un peu perdus. Là, c'était une sensation. Après, c'est que mon avis perso, hein, je suis pas un manager international, mais je dis juste que quand tu fais de la tech à Paris, et puis après tu as la tech aussi à Bordeaux, après dans d'autres villes, tu as aussi des rapports différents entre Paris et la province. Moi, je viens de province et je commençais plus tôt le matin, par exemple. À Paris, les gens commencent plus tard le matin, finissent plus tard le soir. En province, voilà, moi j'avais l'habitude plutôt de commencer sur le coup de 8h et puis essayer de terminer un peu plus tôt. On est plus sur du 9, 18, 9, 10, ou alors 10, 19 sur Paris. Et ça aussi, c'est aussi un challenge, parce que au final, si tu prends des gens en plus qui sont en remote, mais que tu fais après, on est d'accord ou pas, hein, mais tu vois, tu fais un truc un peu hybride, du genre on fait un stand-up quand même pour se parler au moins une fois par jour, un truc synchrone une fois par jour. T'as des gens, si tu le mets à 9h45 à la mode un peu parisienne, tu vois, ils vont te dire ouais, mais ça coupe ma matinée, moi je commence à travailler plus tôt, parce que moi j'habite, je sais pas, à Nantes par exemple, moi je viens de Nantes. Donc t'as déjà ça que tu vas devoir manager forcément naturellement, mais ça reste encore très franco-français. Puis après t'ajoutes différentes localisations, et puis dans ces localisations là t'ajoutes différentes nationalités, et donc tout ça fait un mix où il faut que tu passes d'une culture franco-française à une culture internationale, quoi. Tu nous as mentionné un livre, donc du coup tu t'es renseigné, tu t'es formé un petit peu à ces questions-là. Moi j'ai le souvenir de Eurosport qui s'était fait racheter par Discovery. Ouais. Et pour le coup, Discovery Channel, groupe anglophone américain, avait anticipé ces questions-là et avait organisé des formations justement pour les équipes françaises, notamment, je sais pas pour les anglaises, mais justement à se comprendre, hein, sur certaines différences. Est-ce que c'est anticipé également côté back market? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'il y a des choses un peu écrites, ou des gens qui ont ce retour d'expérience et qui vous le font? Ou c'est aujourd'hui, toi par les lectures que tu fais et par empirisme que tu gères ça? Il y a différentes formations chez Back Market qui sont fournies, notamment sur la diversité par exemple, et il y a différentes formations qui sont fournies. Sur l'international en tant que tel, sur la partie tech, je parle.
Là, pour l'instant, on est déjà en train de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on va le faire et comment on va le structurer. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens, déjà des gens qui n'ont pas eu de choses, quoi. Mais en tant que tel, pour l'instant, on est toujours en train de structurer toute cette partie-là, sur la partie tech. Après, sur la partie ops et business, c'est un peu différent. Parce qu'en fait, il y a déjà plein de gens internationaux, puisqu'au final, on a des représentants de chaque pays. Donc, pour gérer l'Espagne, on a des Espagnols, on ne prend pas des Français. Donc, forcément. Malin. Oui, certainement. Après, chacun va midi à sa porte. Mais enfin, tu vois, si tu prends d'autres exemples, t'as des sociétés françaises qui mettent des managers français à l'étranger parce que ça les rassure d'avoir des managers français, tu vois. Et inversement, t'as aussi des Japonais qui mettent des managers japonais dans certaines entreprises du textile, par exemple, en Europe, parce qu'ils savent que justement, ils vont pouvoir discuter avec une personne qui aura la même culture qu'eux, le même langage. Donc on peut pas blâmer, quoi, pour ça. Tu me parlais, tu disais, voilà, il y a des formations chez Back Market. T'allais dire quelque chose, puis tu t'es ravisé. Il y a quoi comme formation, du coup, vous recevez? Non, en fait, c'est parce que j'étais en train d'essayer de faire la liste dans ma tête, mais je suis incapable de faire la liste et je veux surtout pas dire de bêtises. Ouais, mais celles qui t'ont marqué, alors du coup, celles que t'as reçues ou celles que tu trouves chouettes à partager. C'est juste pour dire aussi sur la boîte sur laquelle je travaille actuellement. Déjà, j'exprime que mon avis personnel de 1 et donc ma vision à moi. Ouais. Et vu que ça grossit tellement vite de 1 et de 2 en plus, avec tout le remote et tout, on essaie de structurer plein de choses, donc je n'ai pas forcément une vision tout à fait exhaustive de ce qui se passe. Et en plus, ça change mois après mois. Donc, ce que je dis maintenant, en fait, ne sera déjà plus valable dans 3-4 semaines. Bon, on se revoit dans 3 mois, alors. Ouais, on peut, ouais. Donc, c'est pour ça que je sais pas quand sera diffusé le podcast, mais si c'est diffusé dans 2-3 mois, les gens font, mais non, mais il a complètement pété un câble. Ça existe. Donc, ça change extrêmement rapidement et c'est aussi le but de l'entreprise. Oui, on a été formé en tant que manager. Dès qu'on arrive, une formation manager, une formation à la diversité. Après, tu parlais le fait de savoir si on a des managers pour l'international. Mais c'est quoi une formation à la diversité? Alors attends, je reviens juste pour terminer. T'as aussi des gens qui reviennent des US, qui sont français, qui sont partis vivre aux US ou qui sont partis vivre ailleurs en Europe et qui décident de revenir en France ou sur la région parisienne. Donc c'est des gens qui ont une expérience internationale et qui rapportent ça aussi. Donc c'est aussi un intérêt en fait. Ça, quand je disais une entreprise franco-française, c'est pas forcément vrai encore maintenant, quoi, très clairement. C'est beaucoup plus international que ça l'était, je pense, avant forcément. Une formation à la diversité, c'est tout un ensemble de choses qui doivent éclairer le manager contre ses propres biais pour être sûr qu'il applique ses propres biais à du recrutement, à du management d'équipe, à la façon de voir les choses. Je suis un homme blanc, hétérosexuel. Éviter d'appliquer mon prisme à moi et être sûr que je puisse élargir mon cadre sur plein de choses pour être sûr d'inclure des femmes, des gens issus de la minorité, de la diversité dans la façon dont je vais bosser, quoi. Et être sûr c'est une super initiative d'avoir une formation. Tout le monde est formé, tous les managers. Ouais, tout à fait. Ok. Mais oui, mais après, en plus, dans la tech, c'est un sujet important, notamment parce que le ratio homme-femme est loin d'être à 50-50. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut augmenter ce ratio en faveur des femmes, quoi, très clairement. Des solutions? Elles sont tellement vastes que je pense que, en vrai, s'il y avait une vraie solution, elle a déjà été adoptée depuis longtemps, mais pour moi, c'est à tellement de niveaux différents, et pas que l'entreprise. Moi, j'ai une femme qui bosse aussi dans la tech, donc j'aimerais aussi parfois la solution, ça s'améliore aussi, parce que ça on profiterait à ma femme et du coup à mon couple aussi. Et j'ai une fille, donc ça permettrait aussi à ma fille d'avoir un futur qui serait peut-être différent. Mais ça ne se joue pas que dans l'entreprise. Pour moi, ça se joue au niveau de l'éducation, ça se joue au niveau de la nation et de la façon dont on voit aussi les écoles et du marketing genré, par exemple, ou ce genre de choses, qui font qu'après, dans les écoles d'ingé ou dans les universités, t'as de moins en moins de femmes qui arrivent dans les filières scientifiques. Et ça, déjà, c'est un problème, tu vois. Et donc, du coup, ça génère aussi des problèmes après dans les entreprises par la suite, quoi. Parce qu'aujourd'hui, le ratio, finalement, tu peux pas le... il y a un ratio dans les écoles d'informatique. Ce ratio-là, tu peux pas le bouger. Enfin, tu le retrouves fatalement dans les équipes tech. Donc, finalement, la solution, ça serait
d'embaucher ou de recruter des personnes qui sont pas issues de formation technique et de les former directement en fait. Oui, peut-être qu'il y a des choses comme ça aussi. Après, il y a... Moi, je pense que très souvent, on demande, on demande beaucoup à des gens comment est-ce qu'ils voudraient faire pour améliorer la diversité dans les entreprises. Moi, j'ai plutôt envie de laisser la parole aux femmes qui sont dans la tech pour dire comment est-ce qu'elles aimeraient, tu vois, être embauchées, comment elles aimeraient voir une annonce pour un poste. Peut-être que les annonces ne sont pas formalisées comme elles devraient pour montrer que tout le monde a sa chance, etc. etc. quoi. Il y a ça. Après, il y a comment dans chaque équipe tu t'assures que tout le monde a le droit à la parole, comment tu t'assures que les activités de team building sont accessibles à chacun et pas que... je dis pas forcément que hommes et femmes, hein, mais tu peux aussi avoir des gens qui ont un handicap. Et donc du coup, c'est comment tu t'assures que tu as pris la bonne activité de team building. Enfin, toi, tu as plein de choses comme ça aussi. Et ça, c'est au quotidien. Après, tu as aussi au niveau des promotions en interne, je pense, de montrer que c'est possible de le faire et que c'est pas parce que tu vois des managers hommes et tu dis mais je suis pas comme ça en tant que femme, parce que j'ai déjà eu des discussions avec des femmes en disant mais tu peux prendre plus le lead sur ces parties-là. Oui, mais je suis pas comme toi, tu fais ça et ça. Oui, mais en fait, moi je manage comme ça parce que voilà, je suis un homme et tout, et en fait, il n'y a pas de bon style de management. Il y a des styles différents. Et surtout, en fait, il y a des situations différentes auxquelles il faut pouvoir s'adapter. Et c'est surtout ça qui est important, quoi. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir montrer aux gens que c'est pas parce que tu corresponds pas aux critères de la personne qui est en face de toi que tu n'as pas le droit de le faire, en fait. D'accord. Et donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, il y a plein de différents niveaux auxquels il faut intervenir. Il y a un niveau beaucoup plus large au niveau de la nation, et l'éducation dans les écoles, etc., etc. Et dans les écoles, ça commence un truc très bête. Mais il y avait un article là-dessus qui était intéressant dans Le Monde, c'était sur la structuration des cours d'école en primaire, par exemple, ou au collège. Moi, j'ai été en primaire et j'avais les garçons, il y avait un terrain de foot, et du coup, c'était les garçons qui jouaient au foot, et le terrain de foot prenait une énorme partie de la cour de récré. Et donc, du coup, il reste après un peu des jeux pour les filles, et puis il reste des petits jeux pour les filles, etc., etc. Donc, en fait, tu as aussi un formalisme dans les écoles qui peuvent être changés au niveau des cours de récréation et la façon dont les cours sont formalisés. Après, tu peux voir plus tard dans les collèges, dans les lycées, comment tu structures aussi tout ça. Après, comment tu fais au niveau pour faire comprendre qu'en fait, les maths, c'est pas que pour les garçons et le français, c'est pas que pour les filles. Puisque voilà, c'est un peu les stéréotypes qui sont quand même extrêmement présents, et je trouve ça extrêmement dommage. Et puis naturellement, tu vas retrouver plus de femmes aussi dans les filières scientifiques, et puis ça va changer aussi par la suite. Et après, tu fais... là, maintenant, tu as cette situation-là qui est telle qu'elle. Et dans les entreprises, il faut essayer de travailler aussi pour se dire comment est-ce qu'on fait pour pouvoir montrer que tout le monde a la parole, tout le monde peut être présent dans cette entreprise, et que la culture en tant que telle n'est pas, n'est pas restrictive. Mais c'est un vaste sujet, et en fait, je pense vraiment pas être la meilleure personne pour pouvoir parler de ce sujet-là. Ouais, mais en tous les cas, il y a une super initiative chez Back Market de cette formation à la diversité. Voilà, c'est une chouette initiative à évoquer. Il y a d'autres formations qui sortent originales, un peu atypiques. Dans l'entreprise. Ouais. Oula, dans la tête comme ça, j'ai pas. Mais je sais qu'il y a une vigilance accrue depuis déjà quelques mois de la part des RH sur les promotions en interne et sur la façon dont l'entreprise grossit, pour être sûr qu'il n'y ait pas des biais qui s'appliquent naturellement, en fait. D'accord, ok. Tout à l'heure, t'as dit Back Market dans 3 semaines, c'est plus le même Back Market que donc je m'explique, mais peut-être que alors du coup, on n'a pas encore dit et trop parlé de Back Market. Est-ce que tu peux nous dire Back Market aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Finalement, on n'en a pas parlé en termes de business. C'était quoi il y a un an? C'était quoi aujourd'hui? Et puis ce qui en découle sur ton rôle, quoi, aujourd'hui. Comment il a évolué? Donc Back Market, c'est une entreprise qui est une plateforme pour mettre en relation des entreprises qui vendent des devices reconditionnés et des gens qui veulent en acheter. Et donc du coup, moi je suis sur la partie marchand, donc je ne travaille pas du tout sur le site web que les clients voient. Dans cette entreprise-là, j'ai un rôle
qui est structurée de cette manière-là. Sur la partie marchand, ça veut dire... La partie marchand, c'est les marchands qui vendent, les marchands qui reconditionnent, par exemple, des téléphones. Je vais prendre l'exemple de téléphone parce qu'il marche plutôt bien expliqué et parce que les gens voient tout de suite un iPhone. Donc, je vais prendre l'exemple facile d'un iPhone. Mais donc, du coup, tu as des marchands français qui ont des usines de reconditionnement. Il y a pas mal d'usines de reconditionnement en France, contrairement à ce qu'on peut croire. Et donc, ces gens-là, en fait, ces marchands-là vont racheter des téléphones usagés ou par exemple via des opérateurs téléphones mobiles et donc du coup vont récupérer des stocks de téléphones à reconditionner. Eux vont les reconditionner en vérifiant l'état du téléphone, changeant la batterie si nécessaire, l'écran, le micro, etc., pour le remettre dans un état donné selon plusieurs critères qu'on a chez Back Market. Il y a 5 grades aujourd'hui. Chez Back Market, il y en a 3 en Allemagne. Du coup on va changer aussi nos grades pour qu'ils deviennent plus explicites. Et donc, du coup, quand vous écouterez ce podcast, ça sera déjà changé. Voilà, à l'époque où on l'enregistrait, il y en avait 5. Quand vous l'écouterez, il y en aura 3. Certainement, ça dépendra du pays dans lequel vous serez. Et donc, du coup, ces marchands-là, en fait, vont pousser leur catalogue sur notre plateforme pour que nous, on puisse exposer ce catalogue-là et proposer aux clients l'appareil, le meilleur appareil au meilleur rapport qualité-prix à l'instant T. Voilà, en fonction du stock disponible. Ok. C'est une place de marché où tous les marchands qui vendent du reconditionné, de la deuxième main, peuvent pousser l'ensemble de leurs produits à la vente et leur catalogue. Exactement. Et donc du coup, moi je bosse sur la partie donc engineering côté marchand. Donc on a un modèle issu de ce qu'avait fait Spotify à l'époque. Donc du coup, il y a une tribe marchand. Dans cette tribe marchand, il y a différentes équipes. Une équipe pour le back-office, le tooling il y a différentes équipes. Donc du coup, tooling, back-office marchand, tout ce qui est algorithme de pricing, ce qu'on appelle des buy box. On va avoir aussi le catalogue. C'est pas les marchands qui price leurs produits. Vous qui les... Ils price leurs produits, ouais, bien sûr. Ils price leurs produits, mais donc du coup... Pourquoi vous avez besoin d'algo de pricing, du coup ? Ouais, alors, bon, j'ai voulu simplifier pour que les gens puissent comprendre. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on prend un exemple d'un iPhone 10, par exemple, iPhone X. Le marchand va vouloir le vendre, je sais pas, je dis un prix bidon, j'en sais rien, 350 €. Mais on sait que, déjà, il va le vendre à un grade, mais on sait que potentiellement, ce marchand-là, on va demander un niveau de qualité. Donc, on va aussi surveiller ce qu'il vend pour éviter que les gens puissent, n'achètent pas des produits de bonne qualité. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vendre des produits de qualité sur la plateforme. Donc, on va aussi monitorer les retours qu'on peut avoir par rapport à ces marchands-là. Donc, du coup, c'est par rapport à, quand je disais pricing, c'est les marchands vont essayer de vendre à un prix X. Et donc, du coup, il y a peut-être d'autres marchands qui vont vendre à un prix X moins 1 euro. Donc, du coup, c'est une compétition aussi entre marchands pour voir ceux qui vont avoir le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut proposer sur la plateforme. Voilà. D'accord, ok. Et c'est pour aussi tout simplement surveiller pour voir s'il n'y a pas des gens qui essayent de vendre des briques. Donc voilà, c'est l'automatisation de surveillance, enfin de monitoring plus exactement. Et donc tu vas avoir toute la partie justement ce qu'on appelle le care. Donc en fait c'est Customer Satisfaction. Comment on va vérifier la satisfaction client, pardon. Et puis tu vas avoir une dernière partie, si j'ai fait à peu près le tour, sur les marchands qui ne veulent pas utiliser notre back-office et qui ont déjà un logiciel pour la gestion de leur stock et via leur logiciel vont directement taper soit nos API, soit vont passer par des intégrateurs. Il y a un intégrateur qui est très connu sur le B2C qui s'appelle Shopify. Ouais. Et qui ont un énorme business B2B aussi, mais que la plupart des gens ne connaissent pas forcément. Et donc du coup un marchand peut pousser son catalogue sur Shopify et donc du coup s'interfacer après avec Back Market directement. Donc toi tu es responsable de toute cette partie-là en fait. Tooling, care, algo, pricing. Il y a des managers pour chaque équipe. Ouais. Et, moi j'ai des équipes en direct aussi parce qu'on n'a pas forcément assez de managers. Et donc du coup je m'occupe de l'ensemble. Je représente l'ensemble plus exactement. Tu représentes l'ensemble. Voilà, parce que j'ai pas j'ai l'humilité de dire que je représente l'ensemble, mais que je n'ai pas forcément envie de dire exactement à toutes les personnes ce qu'ils doivent faire, parce que je pense que les gens sont recrutés pour pouvoir faire, parce qu'on les considère bons dans leur domaine, et c'est à eux de pouvoir dire ce qui est le plus efficace de faire sur cette partie-là, quoi. Et par rapport à... Et aujourd'hui, ces équipes, ça représente combien de... Vous êtes combien ?
Là, sur cette partie-là, on approche les 40, je pense. Ouais. Et il y a un an Il y a un an, quel était ton périmètre qui était peut-être fonctionnellement il y avait un différent. an, il y avait une grosse équipe de 12 personnes, une petite équipe de 2 et une troisième équipe, je crois que c'était 4. 3-4. Donc en un an, effectivement, t'es passé de... Ouais, après il y a une équipe qui a été raccord et qui a été réinclus dans cette tribe. Donc c'était 6-8 personnes. Mais oui, on a embauché depuis. En fait, la difficulté, c'est comment tu fais grandir et grossir cette partie-là, et quelles sont les techniques, ou les tactiques que tu vas utiliser, ou la stratégie que tu vas utiliser, parce qu'il y a des choses différentes, stratégie tactique, pour pouvoir faire grandir ça. C'est-à-dire que, typiquement, tu peux te dire, ok, j'ai une problématique là, en termes de produit de business, je veux vouloir ajouter une composante tech pour la scalabilité de la plateforme, scaler un outil ou des processus qui étaient déjà faits à la main, et donc comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu embauches 2 personnes de l'extérieur ou 3 personnes pour monter cette équipe et tu leur dis voilà ce que j'ai besoin que vous fassiez, etc., en mettant un manager interne ou alors un manager même qui vient de l'extérieur, ou alors tu prends ce scope-là dans une équipe déjà existante, tu embauches des gens, tu les mets dans cette équipe-là jusqu'à ce qu'elle devienne trop grosse pour être managée. 12-14 personnes, c'est beaucoup trop gros. En général, on parle des fameuses pizza teams, ça dépasse pas 6 à 8 personnes. Et donc là, 12-14, c'est énorme. Et là, tu splits l'équipe pour les splitter en 2 équipes. Et donc là, l'avantage, c'est que tu vas avoir tous les gens qui ont été onboardés dans la boîte, et notamment dans ton équipe, qui vont pouvoir prendre une culture d'entreprise. Et par conséquent, lorsqu'ils splitent, en fait, ils vont connaître comment l'entreprise fonctionne, adhérer aux valeurs de l'entreprise, adhérer aux valeurs de la tech, etc., savoir où est-ce qu'ils peuvent contribuer et où est-ce qu'ils peuvent apporter de la valeur rapidement. Mais cette tactique-là, en fait, fatigue aussi les gens, parce qu'au final, ça devient difficile à manager. De 1, de 2, tes stand-up le matin à 12 ou 14, ça fait des gros stand-up. Encore plus quand tu es avec la situation sanitaire qu'on a actuellement. Puis après, l'autre technique, c'est de dire je prends 2 personnes d'une équipe tout de suite et puis je leur dis de créer une équipe, quoi. Donc voilà, tu as différents choix à la façon dont tu fais. Donc là, aujourd'hui, on a fait grossir des équipes qu'on a splittées une première fois, puis après on a rembauché des gens, on a refait grossir l'équipe, puis on a resplit cette semaine pour recréer une équipe de shipping en plus. C'est ça que je peux parler de shipping tout à l'heure. Shipping, oui, la livraison et la logistique en entrepôt. Parce qu'on a cette composante là aussi, donc c'est comment est-ce que tu fais pour être sûr que des gens qui arrivent dans l'entreprise comprennent ce qui se passe au niveau IC, donc individual contributors, donc les software engineers, mais aussi pour un manager qui arriverait et qui connaîtrait pas l'entreprise et à qui tu donnerais de nouveau comme ça la première semaine, tu dis allez-y les gars, je sais pas, faites-moi telle livraison, très bien. Donc c'est la stratégie que tu peux choisir. Après nous, là, ce qu'on fait actuellement, c'est on fait grossir les équipes, et puis après on les split quand ça devient plus gérable, quoi. Ça a été la stratégie adoptée là, toute l'année écoulée, grosso modo. Est-ce que c'est encore le cas? C'est encore le cas. On a créé deux équipes là, par exemple, cette semaine. Parce qu'il y avait 2 équipes, une dont je m'occupais et une occupée par un autre manager, qui sont devenues trop grosses, et on les split en 2, chacune. Donc ça va faire 4 équipes. Et il y a un manager qui est arrivé il y a 4 semaines là, qui va en prendre une d'entre elles. Et toi, ton rôle dans tout ça, en fait, entre ta semaine, ta semaine, c'est quoi ta semaine, en fait? Alors ma semaine, c'est que j'ai 2 équipes en direct actuellement, et du coup je m'occupe de la tribe aussi. J'ai un autre manager là qui va avoir 2 équipes en direct. Donc du coup et t'en as d'autres qui font grossir leur équipe sur leur scope, d'autres qui réajustent leur scope, etc. Donc la problématique, c'est s'occuper des 2 équipes. Donc c'est-à-dire 2 stand-up le matin, toutes les cérémonies multipliées par 2. En attendant qu'on a réussi à embaucher des personnes. Donc là, il y a une personne qui doit arriver, donc ça devrait me soulager d'ici 2 mois. Ça, c'est sur une des équipes. Et puis après, c'est s'assurer de la communication aussi naturelle à l'intérieur de ta tribe, s'assurer de l'alignement de la tech par rapport aux produits, par rapport au business, de pouvoir prioriser les sujets tech, parce que forcément, il faut faire scaler la plateforme. Donc, tu as 1 milliard de sujets tech, ton release management qu'il faudra améliorer, ta partie qui est endettée techniquement, tu pars en service, est-ce que tu fais c'est un microservice châssis par exemple,
ton monitoring que tu souhaites peut-être améliorer, tu veux faire peut-être un event journal, etc., etc. Et donc du coup, ça c'est pas forcément à moi sur mon périmètre de m'en occuper, mais donc du coup, tu as une plateforme qui a été montée, qui sont normalement au service, tu vois, un peu de la plateforme et des autres IC de l'entreprise, donc en construisant des outils pour pouvoir, je sais pas, faciliter le déploiement, faciliter la vie du développeur ou de la développeuse lorsqu'elle va travailler au quotidien sur la plateforme. Et donc en fait, ma semaine, c'est m'occuper des 2 équipes, réussir à aligner tout le monde sur la partie au niveau de travail, donc sur la partie engineering produit, en travaillant avec le produit de business. Ça va être aussi s'assurer de la communication et de transfert d'informations qu'il y a dans l'entreprise, puisqu'on grossit extrêmement rapidement. Donc, s'assurer que les gens sachent ce qui est fait à l'autre côté de la tech. Ça peut paraître un peu stupide de dire ça, mais en fait, vu qu'on est tous un peu dans notre scope, forcément, il y a des moments dans ta semaine où tu sais pas ce qui est fait à côté. Et donc, c'est savoir comment tu mets en place ce qu'on appelle des radiateurs d'information. Donc, c'est comment est-ce que tu fais remonter la donnée de manière naturelle que les gens peuvent consommer en asynchrone, soit via du monitoring, de la documentation, peut-être des points de synchro, du coup, qui ne sont pas asynchrones. Et donc, tu as toute cette partie-là. Et puis ouais, je pense que j'avais déjà mentionné, mais l'alignement business, tech, produit, puisqu'au final, la plateforme, le business grossissant hyper rapidement, et ils ont tous, chacun, sur leur partie, chaque scope que je t'ai énoncé, des objectifs, des envies, des besoins. Et donc, du coup, il faut réussir à expliquer à des gens qui vont pas être forcément prioritaires sur cette partie-là, et qu'on va plutôt prioriser notre partie. C'est quoi les enjeux business qu'il y a eu cette année et les gros chantiers de l'année à venir? Puis voilà, le business... Ouais, je sais pas si je peux tout énoncer. Alors, ce qui s'est passé, peut-être. Ce qui s'est passé. Ce qui est en prod, du coup. Ce qui est en prod. En fait, je voulais faire un bilan, je crois qu'il y a une semaine ou 2, et j'arrivais pas parce qu'en fait, j'avais des notes un peu... j'avais pas forcément des choses structurées quarter par quarter. Et je me suis rappelé de quelque chose dont j'ai échangé la semaine dernière avec des anciens managers de Captain. Mais une chose que j'avais aimé de mon ancienne boîte qui m'avait marqué en fait. Et quand j'en ai reparlé de ce manager-là, il me fait t'avais raison, j'ai oublié cette anecdote. Mais en fait, quand tu es dans une boîte en hyper-croissance, t'es jamais content, très souvent. T'es un insatisfait chronique parce que tu vois tout ce que tu peux potentiellement faire et t'es frustré parce que t'as pas assez de personnes pour pouvoir réaliser ce que t'aimerais pouvoir faire. Que ce soit au niveau... partout, hein. Le trifecta, engineering, produit, business. Et donc, par conséquent, en fait, tu n'as pas forcément tendance à vouloir regarder le passé, hein, parce que tu t'occupes toujours du problème présent et du problème qui va arriver dans 3 mois, dans 6 mois et peut-être dans 9 mois. Et vu que tu sais que le problème que tu as maintenant, si tu le prends pas à bras le corps, il va se multiplier par 2, peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, ou par 4, tu vois, tu as moins tendance à vouloir regarder le passé, quoi. Donc, il y a une première chose, c'est être content et célébrer ce que tu as réussi, peut-être tes échecs aussi. Célébrer les échecs? Bien sûr, hein, parce qu'au final, célébrer les échecs, oui, ça fait très un peu américain comme ça, mais tu décides d'arrêter un projet pour X raisons, tu as les ingés qui ont un peu le moral en berne. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, quoi? Tu te dis, c'est la loose, tant pis, c'est mort. Ou alors, est-ce que tu dis, écoutez, voilà, on s'est raté sur ce coup-là, qu'est-ce qu'il faudrait pas qu'on refasse si on se relance là-dedans? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Avant de se mettre des bières, on a raté, quoi. Mais là, tu peux pas le faire, en fait. T'es en pandémie mondiale. Ouais. Et oui, effectivement, en général, ça serait que beaucoup. Tu peux aller boire des coups, tu peux aller jouer, tu peux aller manger au restaurant, etc., etc. Là, c'est un peu plus compliqué. Et pour revenir sur l'anecdote de ma boîte précédente, c'est que tu avais le CTO à l'époque qui avait fait des slides en disant on n'est jamais content de ce qu'on fait, mais je voudrais juste qu'on prenne 5 minutes pour se retourner sur ce qu'on a fait sur les 2 dernières ou 3 dernières années. Tu avais 3 ans avant, c'était marqué 6 features. L'année d'avant, c'était 20 features. Et puis là, on avait 60 features qui étaient faites et ça remplissait l'intégralité de la slide. Et je suis incapable de vous dire quelles étaient les fonctionnalités. J'ai fait un petit papier en partant de chez Captain pour me rappeler de toutes les features que mes équipes avaient faites. Et j'avais compté le nombre de fonctionnalités et je me rappelais même plus. Mais je pense que ça fait un peu du bien au moral de temps en temps de se retourner et de se dire ah bah tiens, en fait on a quand même fait tout ça, même s'il nous reste encore le triple à faire d'ici la fin de l'année, quoi. Et très clairement, mea culpa là-dessus, je pense que je fais pas assez.
Du coup, si tu prends 20 secondes pour te retourner sur l'année passée, il y a des... C'était quoi les grosses features? En fait, nous, un des gros enjeux en tant que site e-commerce, c'est de tenir le Black Friday et les périodes de Noël. Ouais. Même si en vrai, la nature de back market, c'est de plutôt d'éviter la surconsommation et donc par le modèle d'économie circulaire dans lequel on est, le fait de... Enfin, on a un mantra, it's never green enough. Mais il faut dire ce qui est, en fait, même si nos prix sont pas si différents que ça par rapport au reste de l'année, il n'empêche que les gens ce jour-là viennent pour pouvoir acheter, quoi. Et donc c'est comment tenir en 24 heures ou 48 heures à peu près une charge qui serait pas celle qu'on a l'habitude de tenir le reste de l'année, quoi, sur les serveurs, surtout sur la plateforme, quoi. Et donc un des gros enjeux, c'est si je me prends un pic x10 ou x5, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc tu bosses pendant quasiment, tu t'y mets au mois de juin, tu vois, pour te dire à quoi on s'attend cette année, c'est quoi les problèmes sur la plateforme, quelles sont les parties endettées techniquement, est-ce qu'il y a des parties qui consomment plus que d'autres, pourquoi est-ce qu'elles consomment plus que d'autres, est-ce que dans ce cas-là ça veut dire qu'il n'y a pas de refactor à faire à ce point-là, ou alors d'ajouter du kill switch sur les features. Du quoi? Du kill switch. En fait, tu mets un waffle, quoi. Tu mets un on-off sur des fonctionnalités. Comme ça, tu sais que dans la journée, si ça commence à partir en cacahuète sur ta plateforme, tu sais que il y a des trucs que tu vas... C'est un interrupteur. Tu vas éteindre. Et tu vas dire, bon, cette fonctionnalité, elle est plus dispo et tout. Et comme ça, en fait, le site continuera à fonctionner. Le principal, c'est que les gens puissent, côté marchand, puissent continuer à updater leur catalogue. Et puis que les gens puissent continuer à pouvoir acheter et qu'ils n'aient pas des mauvaises surprises du genre je suis sur mon panier d'achat, j'ai cliqué mais là je sais pas ce qui se passe. Donc ça c'est un fil rouge pendant plusieurs mois avant le Black Friday. Exactement. Et du coup, vous avez tenu Black Friday, période de Noël. Ouais, ça a tenu. Ça a tenu, ouais. Ouais, Okay, il y a eu 99,999 de dispo. Ouais, bien sûr, tout était nickel. Ouais. Un gros travail cette année. Et du coup, pour ce faire, si on parle justement un petit peu technique, stack technique, infra, l'orga technique pour la scalabilité, vous êtes sur quel choix? Sur quel choix? Tu veux dire au niveau de l'infra, sur Kubernetes, AWS, voilà. On est Cube, AWS. Après, je pourrais pas te lister tous les tools qu'on utilise. Déjà parce qu'il y a de la migration à foison, non-stop. Que les équipes se structurent aussi de leur côté. Donc, du coup, je peux pas te faire un historique de tout ce qui a été fait et ce qui a été changé. Mais on utilise ce qu'il y a de plus classique. En fait, par contre, on a une stack en Python avec du Django sur le monolithe. Et on a d'autres services qui sont soit en Fast API ou Flask. Ok. Voilà. Ça reste tout ça assez classique. Donc AWS, Python, Flask, Django. Exactement. Ok. Ça marche. Et les chantiers à venir, du coup, tu te prépares pour le prochain Black Friday ou il y a des... Ça va, bien sûr, ça va venir. Ou c'est quoi les enjeux, les fonctionnalités que vous nous préparez En fait, je pense que les enjeux... ou les enjeux techniques. Je pense, de mon point de vue, sur les boîtes en forte croissance comme ça, très souvent, c'est que la façon dont tu as structuré, ou alors tu es très très bien parti dès le début, c'est-à-dire que ça a été monté par un CTO qui l'avait déjà fait plusieurs fois, etc. Toi, si je pense à mon ancienne entreprise, j'ai discuté avec le CTO de Captain qui s'appelle Gilles, l'ancien CTO qui s'appelle Gilles Razigad, où je discutais là sur la boîte sur laquelle il est en train de monter. Tu vois, il a une archi, je pense, en discutant avec lui, il est déjà parti sur quelque chose de très très propre, quoi, tu vois. Je pense que si tu lui rajoutes 10 000 utilisateurs, il va être capable de les tenir sans aucun problème la semaine prochaine. Mais c'est pas forcément toujours le cas quand tu montes une boîte. Tu vas monter une boîte et puis la boîte grossit et donc du coup ton cycle de release est pas forcément il est adapté à ce que tu veux faire, mais il est pas adapté à ce que tu vas faire 18 mois plus tard en fonction de ta croissance. Et donc du coup c'est comment tu passes de j'ai 20 ingés qui bossent et qui committent du code et ce code part en prod. Je sais pas, imagine j'ai une pré-prod et une prod. J'ai 80 ingés 18 mois plus tard. Qu'est-ce qui se passe, quoi? En fait, peut-être que ta pré-prod elle est saturée, il faut que tu aies plusieurs pré-prod, ton système, ton workflow pour la QA, comment est-ce que tu structures ça? Il faut que tu bosses avec les QA pour savoir où est-ce qu'ils interviennent
en haut de la chaîne de valeur, par exemple, enfin, la chaîne de release, et pas juste à la fin on leur dit bon bah c'est bon, vous pouvez tester, on va release dans 20 minutes, alors que c'est peut-être faisable quand tu es une plus petite boîte. Donc tu as les gros chantiers, très souvent c'est la structuration de ton organisation, forcément. Après tu vas avoir pour moi l'optimisation de ton cycle de release, comment tu peux être sûr que l'intégralité des IC puisse continuer à réaliser sans être bloqué par un pipeline qui serait pas efficient. Après, tu as toute la partie aussi qui va être associée à la gouvernance des outils. Quel outil on prend dans la boîte, comment est-ce qu'on interconnecte tout ça. Tu vois, je sais pas, quand tu as une petite boîte, tu vas dire utilisez le SSO de Google pour vous inscrire sur ce site-là. Enfin, tu vois. Maintenant, c'est quand tu grossis comme ça, tu peux plus. Il faut que tu aies un gestionnaire d'identité. Il faut que une personne, quand elle arrive dans l'entreprise, puisse avoir accès à ces outils naturellement, et que si elle utilise, je sais pas, je dis une bêtise, mais Jira, en fait, elle utilise le compte Jira de l'entreprise et qu'elle se soit connectée via le SSO qui est fourni par l'entreprise. Enfin, ça peut paraître un peu stupide comme ça, mais en général, tu pars très très vite. Tu peux prendre un système de documentation. Il y a une autre partie de la boîte qui a pris un autre système de documentation parce qu'ils préfèrent, c'est plus joli. D'autres qui ont pris Jira, d'autres qui ont pris Asana ou ce que tu veux. Et donc, c'est comment tu remets tout le monde sur le même outil avec le même système d'authentification. Après, tu as toute la partie de ta plateforme. Tu peux être par exemple sur du PaaS. Tu t'es mis sur du Heroku au début, mais en fait le problème d'être sur du PaaS, c'est qu'en fait le coût de ton coût d'infrastructure suit le coût de ta croissance d'entreprise, puisqu'au final ton nombre de requêtes augmente, et vu que tu es facturé potentiellement à la requête sur du PaaS ou autre, forcément tes coûts vont augmenter. Donc c'est à ce moment-là très souvent que tu commences à migrer sur de l'IaaS, à l'infrastructure à service, typiquement sur du AWS, du Google Cloud, du Microsoft, ce que tu veux, ou tes propres serveurs. Et c'est à ce moment-là où tu vas vouloir faire des migrations comme ça pour pouvoir avoir une maîtrise de tes coûts et que tes coûts ne scalent pas avec ton entreprise, quoi. Ça a été un sujet justement ? Ça, c'est un sujet qui a été déjà fait avant que j'arrive dans l'entreprise. D'accord. Le step était déjà passé. Exactement, mais c'est un step que j'ai vécu chez Captain à l'époque. On était justement chez Heroku et on est passé chez Google Cloud avec du Kubernetes notamment. Et puis après, tu as tous les aspects de sécurité. Typiquement au niveau de l'infra, je ne suis pas spécialisé infrastructure, donc je ne vais pas me lancer là-dessus. C'est un métier qui est quand même particulier, qui en plus est en pleine mutation de mon point de vue depuis que j'ai commencé dans la tech. Mais tu prends du PaaS, tu vas mettre des microservices, mais en fait tes microservices sont en râteau, donc directement accessibles via Internet, alors que peut-être que tu as envie que tout passe par une gateway et que tout reste bien structuré dans ton VPS, dans ta structure, dans ta structure réseau, et que tu permettes pas aux gens depuis l'extérieur de l'entreprise de se connecter directement sur un de tes microservices directement dans ton infra, quoi. Donc j'imagine que c'est actuellement plutôt cette structure-là que vous avez chez Back Market. Oui, bien sûr. Ok. Donc c'est toute cette partie-là que tu dois prendre en compte. Et puis après, il y a une partie qu'on oublie beaucoup, c'est savoir ce que tu décides de garder ou pas. Très souvent, on va ajouter des fonctionnalités, mais on ne se dit jamais, tiens, en fait, ce truc-là, on va l'arrêter, quoi. Tu vois, et c'est comment tu te mets d'accord avec produit business et tech pour dire, en fait, cette fonctionnalité, je ne dis pas une bêtise, mais sur le back-office, est-ce que cette page-là, elle est encore vue, vraiment ? Est-ce qu'on en a encore vraiment besoin ? C'est toi qui dis ça ? Non, c'est pas forcément... Tu peux... Tu les monitors, j'imagine, les logs, les actions qu'il y a... Tu peux avoir des problèmes récurrents qui surviennent, et tu vas dire, attends, mais est-ce qu'on... Ah ouais, mais c'est endetté techniquement, il nous faudrait 3-4 semaines ou 3 semaines pour pouvoir régler le problème, pour pouvoir faire quelque chose de propre et de scalable. Ouais, mais ok, mais est-ce que c'est encore utilisé, quoi ? C'est une vraie question. Et donc, tu as toute cette partie-là aussi qu'il ne faut pas oublier, et qu'on a tendance complètement à oublier, puisqu'au final, ce que je te disais, tu penses très souvent au futur et pas forcément au passé. Et tu as tendance à voir le problème, et tu dis, ok, comment je vais régler ce problème-là ? Sans te dire, en fait, je peux juste le faire disparaître en disant, cette fonctionnalité-là n'existe plus. Et donc, c'est discuter avec le produit pour dire, est-ce que tu penses que cette fonctionnalité-là, elle est encore utilisée ? Est-ce qu'il y a moyen qu'au côté business, ils sondent auprès des marchands, par exemple, sur mon cas à moi, est-ce qu'elle est encore utilisée, ou tu utilises, regarde dans le monitoring si les gens vont sur la page. Tu as réussi à faire passer du delete de fonctionnalités pas sans... moi en particulier. Ouais. Par exemple, je discutais avec mon PO là dernièrement, il annonçait à l'équipe en disant, ouais, on va retirer cette page-là, les gars. Ce lien ou cette partie de page, en fait. Parce qu'en gros, on décide de simplifier, que
Et c'est plus pertinent de faire ça comme ça, quoi. Et dans une boîte où hyper croissance, pas mal de moyens et beaucoup d'idées business et de l'internationalisation, plus de produits qui se vendent. Et on veut souvent faire passer beaucoup d'évolutions. T'as parlé de dette technique tout à l'heure. Tu arrives à les faire passer tes chantiers de dette technique? Ouais, là on a. Et comment tu les fais passer? Parce que j'imagine des fois c'est un peu dur. On a changé un peu de stratégie. Ça veut dire qu'en gros, là par exemple sur la tribe, il y a une roadmap sur le quarter. Alors nous, on la review beaucoup plus souvent, et c'est pas chaque quarter. Mais donc du coup, en fait, les projets tech deviennent des projets comme les autres. Ça veut dire qu'en gros, ces produits business et tech sont au même niveau. Et comme ça, en fait, on éduque aussi la partie ops, donc business, en disant voilà, en fait, il y a ce sujet-là, il faut absolument qu'on le prenne en compte. C'est une réduction de la dette technique, mais ça veut rien dire une réduction de la dette technique. Tu vois, c'est deux mots. Ok, tu peux expliquer ce que c'est qu'une réduction de dette technique, mais au bout d'un moment, une personne qui côté produit ou côté business, qui n'a pas forcément une connaissance extrêmement fine au niveau de la plateforme, si elle voit toujours des lignes de réduction de dette technique, elle dit mais super, en fait quoi. Donc en gros, c'est plutôt comment tu tournes les choses pour montrer que tu as un avantage direct à agir sur ce problème-là. Je dis un exemple très con qu'on a actuellement, mais on a besoin de migrer des crons qui étaient sur des machines, on voudrait les migrer sur un nouveau système qu'on a mis en place. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Est-ce que c'est juste parce que c'est pour la beauté du geste? Oui, ok. Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de passer sur cette nouvelle plateforme qui sera beaucoup plus scalable? Mais en fait, quel problème ça résout? En gros, tu peux partir du problème en disant ce problème-là, c'est que t'as trop de on-call, t'as trop d'alertes qui sont on-call des gens qui surveillent la plateforme, qui font du monitoring de plateforme. Donc t'as trop d'alertes qui sont levées à cause de ces crons, parce qu'ils sont plus forcément assez stables. Voilà, parce que ça va pas forcément scaler comme on le souhaitait. Enfin bref, je vais épargner les détails. Mais donc du coup, c'est plutôt dire, ok, combien de nombre d'alertes on va pouvoir réduire en faisant cette migration? Et tu vois, là, ça parle à tout le monde. Si tu dis, je retire 80% de ces parties d'alerte-là, les gens vont comprendre qu'en fait, tu vas moins occuper les gens d'astreinte, ou moins les réveiller la nuit. Et donc, tout le monde va être d'accord pour dire, c'est nécessaire de pouvoir prioriser ce type de sujet. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à tourner ton sujet de dette technique, qui est en fait un sujet comme les autres, qui apporte un avantage. Tu le tournes en retour sur investissement. Bien sûr. Mais pas en valeur ajoutée fonctionnelle, mais en valeur ajoutée de fonctionnement. Exactement, ouais, tout à fait. D'accord. Tu peux faire ça comme ça. Ok. Et donc c'est comme ça que l'on priorise les différents sujets. Ok. Mais en fait, pour moi, de toute façon, le sujet de dette technique, il est partout. Oui. De toute façon, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, toi aussi, enfin moi, par exemple, qui ai codé pendant plus de 10 ans, en fait, le code que tu produis, c'est la future dette, quoi. Sauf si ça a été pensé magiquement, etc. Mais en fait, c'est pas le cas. Non, c'est la future dette, quoi qu'il arrive, je pense. Hein. Et il faut l'admettre, et c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine forme d'humilité, et notamment dans ce genre d'entreprise, hein, parce qu'au final, tu sais que ce que tu écris, c'est peut-être une débilité dans 6 mois, quoi. Et moi, chez Captain, ça m'était arrivé, par exemple, où tu écris des trucs, tu es hyper content, et 6 mois après, tu fais « Ah ouais, merde, il va falloir réécrire une bonne partie de ce que j'avais écrit à l'époque, parce que en fait, ça passe pas du tout. » Et donc voilà, c'est avoir une forme d'humilité sur « Ok, le code que j'écris a une durée de vie, comme tout. Et donc, par conséquent, un petit problème sur le... Non, ça va. Ok. Et donc, du coup, ton code, il a une durée de vie, comme tout a une durée de vie sur cette planète. Et en fait, on va le supprimer, quoi. Et moi, pour expliquer la tech et la dette technique, très souvent, je prends l'analogie, et des gens qui bossent ensemble sur un repo guide, par exemple, aux gens qui sont dans le tech, je prends l'analogie d'un roman, en disant, en fait, quand tu codes et que tu dois écrire du code, tu dois collaborer avec d'autres gens. En fait, c'est comme écrire un roman en s'assurant que la jupe qui est rouge à la page 19 reste rouge à la page 54. Tu vois, parce qu'au final, c'est pour ça que tu utilises l'intégration continue et que t'es pas en train de tout péter quelque chose qui aurait été écrit plus en amont sur la plateforme. Mais en fait, cette analogie de roman, elle est pas forcément très vraie, parce que quand tu écris un roman, très souvent, t'as un ISBN après, et puis ton truc, il reste gravé, en fait. Alors que ton code, tu l'écris, il a comme une durée de validité, quoi. C'est un peu plus proche, tu vois, enfin, c'est un peu de la peinture, quoi. Tu peins, et tu reviens pas un mois après en disant, tiens, j'ai repassé un petit peu dans ce coin-là, etc. Enfin, donc c'est plutôt de se dire, ok, j'écris quelque chose qui
qui a une durée de vie limitée, il faut que j'accepte que j'ai une humilité de dire que ce que j'écris n'est pas forcément très judicieux, même si je l'ai bien pensé à un instant T. Il n'est pas forcément judicieux dans 2 ans. Il faut que j'accepte de dire qu'en fait, n'importe qui peut arriver et péter littéralement ce que j'ai écrit, ce qui n'est pas le cas d'un auteur avec son roman, par exemple, après coup. Et donc, c'est plus proche de le mec avec la peinture, il arrive, j'aime pas trop comment ce mur est peint, je vais repeindre une partie du mur avec la couleur qui m'intéresserait. Et donc, j'avais pas forcément cette notion-là avant d'avoir fait des boîtes en hypercroissance, parce que j'avais pas l'opportunité de... j'ai travaillé dans des boîtes où la stack était déjà là depuis, 10 ans. Elle avait évolué avec les dizaines d'années, mais tu retrouvais du code qui avait été écrit 7 ans auparavant. Tu recroisais la personne, c'est incroyable, j'ai vu ton commit et tout. Alors que moi, là, je voyais des trucs que tu dézingues 1 an après. Et Captain ayant été racheté, les gens ont été licenciés pendant la pandémie là, et du coup l'infrastructure a été shut down au mois de décembre dernier. Donc du coup l'intégralité du code qu'on avait tous écrit en fait, il est tous parti à la poubelle quoi. Ça te fait quoi toi ça? Enfin, t'as beau dire moi mon code je sais je l'écris, il a une durée de vie. Non ça fait toujours un peu bizarre. Ouais. Hein. Genre ouais on a reçu un petit message des gens qui ont éteint les serveurs et tout pour c'est fini quoi. Aïe. Donc c'est aussi comprendre que ce que tu écris à un instant T résout un problème. Le but c'est d'automatiser un problème qui est trop récurrent, qui ne peut pas être pris en charge par des humains. Et ce problème-là, en fait, il peut évoluer. Ou alors, ça se trouve, il n'existera plus dans 1 an ou dans 2 ans, ou il sera autre chose. Donc ce que tu auras écrit, en fait, il faut qu'il mute, il faut qu'il change. Et donc, le fait d'être dans cette boîte en hypercroissance fait que tout va tellement vite que tu passes plein d'étapes en un temps très court. Et il faut que tu aies cette humilité-là, je pense, de mon point de vue, pour comprendre que vu que tout va très vite, tu ne vas pas avoir de période de deuil où oh mon Dieu, merde, c'est horrible, j'avais passé tellement de temps à écrire ce microservice qui permettait de résoudre ce problème-là, et puis en fait ce problème-là n'existe plus aujourd'hui, donc on le tue, et il vaut mieux tout éteindre plutôt que de garder du code mort en prod qui servirait à rien, quoi. Et donc c'est ça aussi qui est assez intéressant, parce que tu vois les choses évoluer extrêmement rapidement. Et donc tu sais que ce que tu fais répond à un problème à un instant T, mais tu sais pas s'il résolvera plus tard en fait. Ok. Je crois que je vais passer du coq à l'âne. Vas-y, je t'en prie. Parce qu'il y avait une problématique que je voulais aborder avec toi, celle du recrutement. Ouais. Les équipes ont grandi, et pour le coup, toi tu recrutes, t'as recruté beaucoup. Beaucoup, ça dépend pour qui en fait. Ouais, il y a eu des recrutements, je pense que tu as participé à des recrutements, c'est des recrutements qui sont multi-sites, multi-pays. Alors sache qu'en général sur le recrutement, je pense que la plupart des boîtes sont jamais contentes de ce qu'ils vont faire parce qu'ils vont toujours recruter plus, notamment sur ce type d'entreprise. Ensuite, ça reste un scaling au niveau de l'Europe. Quand je vois des boîtes à l'américaine qui t'embauchent 30 personnes par semaine, tu vois, qui en prennent 30 personnes par semaine, on est quand même loin de ça. Les challenges sont pas les mêmes non plus, tu vois. Mais bref, du coup, pour revenir à ta question sur le recrutement, effectivement, on recrute. Et effectivement, on a recruté. La problématique, elle est à différents niveaux. C'est en fait, quel type de personne tu as déjà. Par exemple, on va dire que l'entreprise a recruté des gens, je parle pas de moi là à l'instant T, mais l'entreprise recrute des gens en série A. Tu fais une série B, puis il y a peut-être une série C après. Les levées de fonds se succèdent et sont de plus en plus grosses, la boîte se structure et embauche de plus en plus de personnes. Les gens en série A étaient, comme j'ai dit tout à l'heure, 40 personnes peut-être dans la boîte. Je pense que j'ai une bêtise. Mais du coup, en série C, très peu de temps après, très peu de temps. Imaginons 3 ans après, t'as 500, 600, 700 personnes dans la boîte, ou je n'en sais rien, encore plus. En fait, il faut que tu aies pu grandir avec la boîte, et ça peut être compliqué. Donc du coup, c'est quel type de personne tu veux pour quel stage d'entreprise, tu vois, ou est-ce que tu dis dès maintenant je vais recruter des gens qui te permettent d'aller très loin dans la vie de la boîte, mais sans savoir si vraiment tu vas pouvoir captiver des gens, parce que je sais pas, t'es une petite start-up qui est pas trop connue, peut-être que tu vas pas réussir à attirer des gens, ou tu n'auras pas le budget pour attirer des gens qui ont une expérience de 15-20 ans. Donc c'est quel type de profil tu peux recruter, donc quel type de personne, type de profil tu vas targeter. Après aussi tu peux aussi te dire
Bah, nous, on a une culture telle, enfin X dans l'entreprise. Donc, naturellement, ça influence ton profil de recrutement. Et c'est pour ça aussi que je disais que chez Backmarket, on avait des formations sur la diversité et on a des valeurs qui sont mises en avant, etc., etc., pour être sûr que ce ne soit pas tes biais personnels, mais bien la culture d'entreprise qui permet de recruter des gens avec les valeurs, ou au moins qu'on expose nos propres valeurs et que les gens soient au courant. Et que je sais pas, on n'est pas une autre entreprise et que du coup quand la personne elle arrive, elle se dise pas très bien, mes valeurs à moi c'est consommation maximale, 4x4 en plein ville et nouveaux vêtements, garde-robe changer tous les mois. Du coup ça va peut-être faire c'est pas forcément les valeurs de Backmarket aujourd'hui. Et donc tu as cette partie là. Après tu prends toute la partie de process de recrutement. Ouais. Comment tu structures ton process de recrutement? Tu vas en accord avec les RH. Je dis un truc très con, mais nous on avait des discussions, j'ai eu des discussions chez Captain à l'époque, notamment avec mon manager, avec le CTO, avec aussi le DRH à un moment, pour dire mais en fait qu'est-ce qu'on veut dans le process de recrutement? Est-ce qu'on veut, comme certaines entreprises très connues, qui te font passer un test algorithmique dès le début? On parle de Criteo là? Non, mais tu peux. Non, mais tu peux prendre les profils, enfin, tu sais, les process de recrutement, ils sont maintenant facilement trouvables sur Internet. Et même les entreprises les exposent en général. Mais du coup, tu peux très bien te dire, est-ce que tu veux faire passer un test algorithmique dès le début? Est-ce que tu veux faire passer un entretien de fit au début? Pour dire, en fait, il a une bonne perso, peut-être qu'il colle pas, au niveau tech, mais on va peut-être pouvoir le faire grandir. Est-ce que tu veux faire passer dès le début plutôt un test code moi une API et tu regardes si la personne met des tests techniques et des tests unitaires et si elle en met pas, t'as déjà un point de vue. Enfin, tu vois, tu peux te poser toutes ces questions là en fait. Et après, tu peux dire comment je structure mon process. Et vous avez aujourd'hui un process commun à toutes les tribes ou oui, bien sûr. Vous êtes homogène en fait. Oui. Tes attentes, c'est les attentes des autres tribes aussi. Enfin, je veux dire, en fait, là on parle du test technique, test d'algo, le mec qui met des tests unitaires ou pas. C'est standardisé. C'est standardisé à l'échelle. D'accord. Ok. C'est donné par le recrutement. D'accord. Cette partie-là. Mais on est en constante réflexion. Et c'est en pour le changer, pour l'améliorer, pour dire ok, maintenant qu'on a grossi, est-ce qu'on attend la même chose ou pas? D'accord. Déjà, et puis ça peut être comment dire ça, mais au final avant tu savais exactement les gens qui étaient recrutés. Là tu grossis tellement, est-ce que la personne qui va aller dans telle équipe, est-ce qu'elle a bien vu le manager de l'équipe en question? En fait peut-être pas. Tu vois, mais toi tu vois pas forcément les gens non, mais entretien de recrutement. tu peux aussi avoir des tu penses à une personne pour un secteur donné parce qu'elle a des préférences naturelles et puis manque de peau, ça va pas pour X raison, hein. La personne peut-être te dit j'aimerais faire j'en sais rien, de la search sur le site, mais j'aime bien aussi l'aspect service client. Nous c'est deux choses forcément complètement séparées. Tu peux penser pour de la search à un moment, mais en fait il n'y a pas de besoin dans cette équipe là, il y a un besoin côté service client, côté care par exemple, customer satisfaction, et du coup en fait il avait vu le manager search. Et puis est-ce que tu lui refais passer un entretien des semaines après pour lui dire écoute tu vas repasser quand même un entretien, non, ça le fait pas. Par contre ce que tu peux faire c'est de dire écoute on va te organiser un petit meeting avec ton futur manager parce qu'il y a eu un changement, on va savoir si tu es d'accord avec ce changement là, etc., etc. Moi par exemple dans ma boîte précédente j'avais changé 3 fois d'équipe ou 2 fois d'équipe, j'avais été appelé plusieurs fois parce que ça changeait tellement vite qu'en fait j'avais pas la même équipe au moment où j'avais signé mon contrat que quand je suis arrivé dans l'entreprise. Donc c'est aussi savoir comment tu structures en fait ton processus de recrutement et est-ce que tu dis en fait cette personne là elle va aller à telle équipe et c'est comme ça et il faut que le manager ait vu tous les candidats. Par exemple sur ma boîte précédente encore une fois ce qu'on avait à un moment c'est le manager doit se taper il est la priorité suivante et donc tous les recruteurs se mettent sur cette prio là. Et donc le manager fait un maximum d'entretiens pour voir toutes les personnes possibles à ce moment-là, quoi. Et donc toi, en tant que manager d'équipe, d'un seul coup, tu te tapes 5 entretiens d'un coup, quoi. Ouais, dans la semaine. Tu finis pas d'heure, etc., etc. Donc en fait, tu peux aussi avoir ça. Et puis en plus, c'est un mauvais point de faire ça. Après, ça peut être mon expérience personnelle, mais c'est au final, toi, tu vois une personne, tu penses que ça peut pas aller dans ton périmètre, sur le team d'équipe, etc., etc.
Et donc du coup, il faut que peut-être c'est intéressant pour elle d'aller dans une autre partie de l'entreprise, tu vois, sur un autre périmètre. Donc dans ce cas, il faut que tu organises un autre entretien, mais c'est pas le process. Enfin, tu vois, tu as toutes ces questions-là que tu peux te poser, de savoir comment tu structures. Toi, quand tu rencontres un candidat, est-ce que tu as des questions c'est quoi ta ou tes questions qui tuent, quoi? Et est-ce qu'il y a des réponses qu'il faut pas te faire, quoi? Est-ce que les coulisses du recrutement pour toi? J'ai pas de questions en particulier. J'ai une liste. Ouais, mais t'as une ou deux questions qui reviennent tout le temps ou pas? J'ai des questions qui reviennent forcément. Déjà, c'est comment est-ce que tu vois ton métier de manager? C'est quoi pour toi les qualités qu'une développeuse ou un développeur doit avoir? T'as besoin de recruter une personne? Parce que, imaginons que je recrute un manager, j'ai besoin de savoir, cette personne-là va aussi recruter. Et donc, c'est cet homme ou cette femme, qu'est-ce que cette personne-là va faire quand elle va recruter? Donc, je vais aussi parfois être attentif en entretien de recrutement en disant, si tu recrutes une équipe, comment tu t'y prends? Forcément. Après, tu as aussi tout cet aspect de feedback. Comment tu vas t'organiser des feedbacks réguliers avec les gens que tu vas avoir dans tes équipes, dans ton ou tes équipes. Après, tu as aussi toute la partie... moi, j'ai fait du Java, j'ai fait du JavaScript avec du Node, par exemple. Mais j'ai une forte composante back-end. Comment tu fais pour être manager technique dans une équipe où potentiellement tu as moins de sensibilité sur le front, alors que ton équipe contient la moitié de développeurs et développeuses front, quoi. Donc c'est aussi des questions que tu peux poser en entretien de recrutement pour savoir comment est-ce que tu fais pour gérer sur une techno que tu ne connais pas. Chez Backmarket, on bosse sur du Python. Moi, j'avais fait massivement du Java et du Node avant. C'est aussi tu vois, un challenge de dire ok, comment est-ce que vous bossez? Tu peux avoir des réflexes en te disant c'est pas comme ça que j'aurais fait et tout. Oui, mais c'est normal en Python, tu vas plutôt faire ça comme ça, etc. etc. Donc c'est aussi en entretien savoir comment est-ce que la personne va agir ou réagir lorsqu'elle est dans des technos qu'elle ne connaît pas forcément. Et alors du coup, si je te retourne la question, bon, toi tu as des fonctions managériales, mais je te sais techniquement intéressé à la technique. J'imagine que tu as mis un peu ton nez dans du Python quand même. Tu as regardé comment ça fonctionnait. Ouais, fait un petit peu de veille pour là, j'ai beaucoup moins de temps. Je codais encore avant de rejoindre Backmarket. Là, ce que j'ai plutôt tendance à faire, c'est relire parfois des PR quand j'ai un peu de temps. Là, j'ai encore moins de temps. Donc du coup, ce que je veux éviter, c'est peut-être le manager qui regarde et qui donne son avis sur un truc. En fait, il a rien compris, quoi. Et t'es là, quel relou ce type. Tu vois, donc à un moment, je pense que mon rôle, c'est aussi comme j'ai dit tout à l'heure, on embauche des gens et on les veut compétents. Si t'es constamment en train de regarder ce que fait toutes les personnes une par une, en train de dire j'aurais pas écrit telle fonction comme ça. En fait, je pense que quand tu es sur un rôle de manager où tu as 3-4 personnes dans l'équipe, pour moi, tu as encore la possibilité quasiment de coder presque, mais tu codes pas des grosses features. Faut pas que tu sois sur le chemin critique en fait. Donc tu vas te taper parfois des scripts, des trucs à faire que certains développeurs n'auraient pas envie de faire. Et donc très bien, tu vois. Après, si tu te mets sur le chemin critique parce que tu as cette envie de héros et tout, alors qu'en fait tout le monde t'attend et en fait, t'es pris à plein d'autres choses, je pense que c'est absolument pas pertinent. Une des manières de contrer ça aussi, c'est que l'engineering manager sur une équipe qui est grosse ou qui est vouée à, du coup, qui grossit assez rapidement, c'est plutôt de s'appuyer du coup sur des gens qui ont un leadership technique ou une seniorité technique que eux n'ont pas de management humain à faire. Et donc s'appuyer là-dessus. Après, ce qu'on a... Désolé, j'ai tapé un micro. Ce qu'on a aussi chez Backmarket et qu'on avait aussi dans la boîte précédente, c'est des guildes, des chapters. Et donc du coup, un chapter back-end, un chapter front, les gens vont se retrouver avec leur sensibilité technique et leur techno de prédilection dans ce chapter. Et donc du coup, tu peux aussi demander au chapter lead son avis sur certains sujets ou d'avoir une review sur un problème d'architecture.
sur lequel tu as déjà porté un œil, mais tu aurais peut-être un œil critique. Donc toi aujourd'hui, techniquement, tu cherches plus à te mettre au niveau, à progresser, à faire de la veille. Le sujet, c'est comment te mettre au niveau, comment progresser en tant que manager. Et du coup, ça, comment tu fais, comment t'as fait Non, je dirais pas que je m'intéresse plus à la technique. Je savais quand même que... Non, parce que la dernière fois, j'ai dit, mais c'est quoi votre outil que vous voulez mettre là en place pour la gestion du monitoring, du log management c'est quoi la vision après, pour l'outil d'après, pourquoi ça résoudrait quoi, comment, etc. Tu vois, je veux savoir comment c'est fait. Même si je serais pas la personne qui commit, je veux savoir quel outil c'est fait, pourquoi. Et notamment pour, ne serait-ce que pouvoir l'expliquer aux gens qui arrivent dans l'entreprise. Qui te demanderont aussi. Et qui me demanderont. Et puis en plus même, il y a un problème sur tel outil, je sais même pas à quoi ça correspond. Enfin, je veux dire, qui je suis, je reste quand même un manager technique, quoi. Donc du coup, j'aime savoir ce qui se passe. Je reste quand même avec cette curiosité naturelle qui fait que j'aime savoir comment fonctionnent les choses, tout simplement. Après, c'est juste une question de temps. Comment tu gères ces priorités de temps et ces priorités et ce temps accessible. Mais non, je continue quand même de regarder. Mais après, par contre, effectivement, il y a tout cet aspect de monter en compétence sur la partie managériale. Ouais, comment tu fais? Comment je fais? Ouais, des bouquins, des confs. Ouais, la littérature, des confs, effectivement. Après, moi, à chaque fois que je suis dans une boîte, j'ai une formation management qui est donnée. Après, ce qu'il faut, c'est plutôt des formations parfois qui correspondent plus à ton besoin particulier. Ça peut être sur du coaching. Typiquement, tu as des sites comme Plato HQ qui mettent en relation des gens qui souhaiteraient se faire coacher avec des coachs. C'est majoritairement autour de l'engineering, si je ne me trompe pas. Après, tu as de la littérature. Là, en ce moment, je suis en train de lire Will Larson. C'est An Elegant Puzzle, le livre qui a été publié, c'est chez Stripe Press. Stripe, le site... pardon. L'entreprise Stripe.com qui a monté une sorte de société d'édition. Donc vous pouvez aller vous tapez Stripe Press et donc il y a pas mal de bouquins extrêmement intéressants qui sont publiés, qui sont pas disponibles en France, en Europe malheureusement, mais vous pouvez les commander sur un site américain bien connu et vous paierez des frais de port. Il y a d'autres bouquins que tu conseillerais, qui t'ont inspiré. Ça, c'est très management là, sur Will Larson avec Elegant Puzzle. Mais tu as un autre livre qui vient de publier d'ailleurs qui s'appelle Staff Engineer, qui est du coup plus sur le pendant. T'as un moment, t'as ces 2-3 niveaux où tu fais software engineering et après tu as ce split. Pour moi, c'est important dans une entreprise que tu puisses donner la possibilité aux gens de ne pas évoluer que en tant que manager, mais sur un track aussi purement technique. Donc avec ces rôles de ce qu'on appelle Staff Engineer en général dans certaines entreprises. Il vient de publier un livre que je pense qu'il pourrait être intéressant à lire si vous êtes plus intéressé par ce type de track. Après, sur la partie management, sur la partie technical leadership, tu as aussi forcément le bouquin de Camille Fournier qui est intéressant. Je sais plus, j'ai un trou, mais vous tapez Camille Fournier, Tech Lead. Après, t'avais ce livre aussi côté management, Managing the Unmanageable. Managing the Unmanageable. D'accord, et alors je crois que c'était il y a 3-4 ans, j'avais vu une formation, j'avais un peu halluciné 3 ans. Genre, formation, savoir comment manager des devs. Tu sais, genre, ça donne vraiment cette illusion, c'est des hommes et des femmes immanageables, quoi, tu vois, ok. Et bon, le bouquin, il a cette phrase-là qui est assez marrante, justement, manager les personnes qui sont pas réputées immanageables. T'as aussi Managing Humans. Je suis désolé, j'ai pas le nom des auteurs là en tête. Mais c'est assez intéressant. Après, tu as Peopleware aussi, qui peut être assez intéressant, que j'avais beaucoup aimé en partie. Ouais, t'as beaucoup lu, quoi. Je trouve que c'est jamais assez. Mais après, c'est une question de temps. c'est assez compliqué. Mais oui, après, je cherche, je creuse. Il y a des ressources. En fait, les ressources de qualité, je dis pas qu'elles sont rares, mais il faut pouvoir réussir à trouver les bonnes personnes qui acceptent de partager ces ressources. Après, ça revient aussi au système de culture dont on parlait au début de l'entretien. C'est que tu peux avoir tendance à trouver pas mal de sites anglophones, mais en fait, ils font référence à une culture anglo-saxonne. Et parfois, tu as des conseils, entre guillemets, des choses qui sont recommandées de faire, qui pour moi, en fait, dans une culture franco-française, ne matchent pas forcément. Donc, voilà, il y a des choses à prendre, à piocher, il y a des choses après à formaliser.
encore une fois, pour moi, c'est l'adaptation à la situation actuelle. Et donc, c'est ça, en fait, c'est tout ce parcours de, OK, quel type de ressources je prends, qu'est-ce que j'en garde, et comment je fais en sorte que ça matche avec la façon dont moi je veux bosser et à la façon dont on doit bosser dans l'organisation dans laquelle je suis. Et comment je m'adapte aussi à cette organisation, comment cette organisation peut muter pour le mieux, quoi. Ok. Je m'aperçois qu'il y a une question que je voulais te poser et que je t'ai pas posée. Dans une boîte en hypercroissance, t'en as vécu 2. Il y a de la politique? Je pense que dans toutes les boîtes, naturellement, il y a un peu de politique, mais je pense que j'ai envie de dire, t'as un peu moins le temps de faire ce genre de politique. Enfin, moi, de mon point de vue, et c'est mon humble avis, après, je pense que si tu fais trop de politique, si les gens venant de très grosses boîtes habituées à la politique, en fait, ils vont se perdre rapidement, parce que ce qu'on te demande de faire, on te demande de le faire tout de suite, maintenant. Et en général, t'as 1 milliard de problèmes, tu définis des prix sur les problèmes, et puis tu prends le premier problème qui vient et tu fonces sur ce problème-là et t'essayes de le résoudre. Si tu commences à vouloir faire un peu de politique à droite à gauche, t'es mort. Non, non, je pense pas. Je pense que ça appartient à chacun. Je sais que c'est pas trop mon truc, dans le sens où, en fait, moi je suis là pour venir résoudre des problèmes. On définit, il y a 3 milliards de problèmes, comme j'ai dit. On va pas faire les 20 problèmes qu'on a là, ça va pas avancer, on en prend 3 et on avance et c'est parti, et au moins on pourra célébrer des succès et tout, quoi. Et donc t'as peu de temps après pour réfléchir aux autres choses, je pense. Comment tu fais pour célébrer les succès aujourd'hui? En situation de pandémie? Ouais. C'est alors moi ou les autres managers. Je suis preneur de toutes les idées parce que c'est transposable à toutes les activités, en fait. On a des activités par Zoom pour certaines équipes. Après, là, j'ai des gens qui sont à différents endroits de la France, donc c'est un peu compliqué. T'as des gens qui sont tous en région parisienne, donc ils se rejoignent par exemple dehors dans un parc. Donc pour se voir, quoi, manger, et donc c'est une forme de célébration déjà, au moins de se voir et de manger en plein air. Là du coup on a passé un nouveau cap depuis hier, donc je pense que ça va réduire encore les possibilités. Après il y a des choses en fait, ce qui est assez fou, c'est que chez McMarket il y a une équipe culture qui bosse à fond là-dessus. C'est plusieurs personnes à temps plein qui bossent sur la culture de la boîte, qui font des trucs vraiment assez fous, qui organisent des événements, des choses en ligne. Lesquels, du coup, alors pour le coup Alors avant la pandémie, t'avais toutes ces activités sportives qui étaient gratuites. T'avais aussi des activités de do-it-yourself, des activités diverses et variées de construction, de fabrication de choses, des activités liées à la cuisine pour faire par toi-même. T'avais vraiment une pléthore d'activités que j'ai eu le temps de connaître à peu près 2 mois. Et maintenant, depuis la pandémie. Maintenant, en fait, ils ont transposé certaines de ces activités en ligne, où par exemple, imaginons que tu as un groupe de 5 personnes qui voulaient faire de la cuisine, mais en fait, tu te fais livrer un kit, et puis tout le monde fait ce cours de cuisine via visio, quoi. On a fait quelque chose comme ça aussi, ouais. Voilà. Vous avez d'autres choses? Ouais, on reçoit régulièrement des petits cadeaux par courrier pour garder la pêche, ce genre de choses. Sérieux, c'est chouette. D'accord. Ouais, quand on est sorti du confinement, les parents ont reçu parce que c'était hardcore. Oui. Non, mais moi j'ai tenu 8 semaines avec, je bossais, ma femme aussi, avec ma fille de 15 mois qui commençait tout juste de marcher pendant 8 semaines dans un appartement parisien. C'était un peu rock'n'roll. Et du coup, on a reçu à l'adresse à laquelle on avait, soit on vivait encore, soit on avait migré. Certains avaient réussi à migrer ailleurs en province ou ailleurs en région parisienne. Et donc du coup on avait reçu un paquet cadeau avec un gros cœur à l'intérieur et tout, pour nous féliciter d'avoir réussi à passer cette période, et avec des bonbons, tu vois. Donc c'est rien, mais c'est une attention assez particulière. C'est un petit geste. Un petit geste, ouais, c'est cool. Ok. Bertrand, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose?
Je sais pas du tout. J'ai beaucoup parlé. J'étais venu là pour ça aussi. Non, j'espère juste que j'ai pas dit de bêtises. Mais la question que tu m'as pas posée, je crois qu'on a fait un peu un tour à 360. Bon, alors... Non, mais je pense que... Attends, juste là-dessus. Je pense qu'en vrai, la question qui pourrait être, c'est non pas... c'est quoi ces boîtes en hypercroissance dont on parle dans les journaux, mais c'est plutôt... c'est quoi la différence avec une boîte qu'on dit classique, en fait, tu vois. Il y a énormément d'entreprises qui existent, et il y a ces entreprises-là qui sont parfois mises en avant dans les journaux, notamment parce que il y a des chiffres de levée de fonds qui apparaissent. C'est une très bonne chose, ça montre la réussite potentielle de l'entreprise et du futur de l'entreprise. Mais du coup, c'est quand même un mode de fonctionnement particulier. On va attendre que ces entreprises-là, en fait, grandissent. C'est l'hypercroissance. Il faut aussi savoir dans quel type d'entreprise on veut aller. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre ça. Tu vois, j'ai fait de la SS2I pendant longtemps, des grosses, des petites. J'ai fait des petits clients, des très gros clients. Et en fait, in fine, c'est accepter le type d'entreprise dans lequel on veut aller. Et il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Tu vois. Et je refuse un peu ce truc de dire oh là là, mon Dieu, c'est une boîte en hypercroissance. Enfin, à un moment, tu fais le choix d'y aller. Tu vois, tu fais le choix de te dire... C'est plutôt excitant, quoi. Plus que... Enfin, c'est galvanisant, quoi. C'est motivant, quoi. Ouais, mais il y a aussi des choses qu'il faut accepter. C'est en instabilité perpétuelle. Tu combles les trous parce que en fait, t'as pas une organisation stable et bien mise en place. Parfois, tu te demandes si ton scope il est encore vraiment factuel ou pas. Faut que tu te réalignes avec tes stakeholders assez régulièrement pour savoir. Ok, là, t'es en train de me parler d'un projet, mais on n'a pas encore terminé ce qu'il y avait avant. En plus, là, tu me parles d'un nouveau produit. Attends, je comprends pas trop. Tu vois, tu peux avoir aussi des interactions comme ça qui peuvent être parfois assez compliquées, tu vois, à gérer. C'est plein de sources d'informations qui arrivent d'un seul coup. Donc tout le monde n'est pas adapté à ce type de boîte, quoi. Je sais pas si tout le monde est adapté ou pas. Je pense que, franchement, de dire que tout le monde n'est pas adapté, ce serait un peu une forme de prétention. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu rejoins ce type d'entreprise, faut que tu saches, il faut que tu t'admettes qu'en gros, tout n'est pas carré, que les choses sont instructurées et que les choses vont très vite et que faut que tu sois non pas, je vais pas dire agile, parce que ça resterait encore un bien grand mot, etc., mais que tu acceptes de changer et d'avoir une mutation, quoi. Notamment parmi ton travail, parmi l'entreprise, etc., quoi. Et moi, j'ai vraiment senti la différence par rapport aux autres entreprises que j'ai pu faire avant, certaines qui étaient cotées au CAC 40, ce genre de choses, où les problématiques sont pas les mêmes. Tu vois, moi, j'étais par exemple dans une boîte il y a très longtemps, où les ingés étaient premier étage, tu vois. Et après, la MOA a été mise à 2 étages plus haut. Tu vois. Et la hiérarchie, elle n'était pas connue. Enfin, tu vois, il n'y avait pas que les étages, c'était aussi dans la tête des gens un peu, tu vois. Ouais. Et en fait, très bien, fine. Je veux dire, cette entreprise-là, elle délivrait quand même de la valeur. Elle était quand même viable, ça marchait, quoi. Et donc, c'est pour ça que ça revenait à l'humilité que je disais tout à l'heure. En fait, il faut faire attention et pas avoir une prétention parce que tu es dans une boîte en hypercroissance. C'est pas ça. Effectivement, ça marche, mais il y a d'autres choses qui marchent aussi. Et il faut trouver l'entreprise qui t'intéressera en ce moment de ta vie, quoi. Est-ce que tu peux faire ça toute ta vie aussi, en fait? C'est une grosse question. Tu as des gens qui se spécialisent entre guillemets là-dedans. Mais ça demande aussi une organisation personnelle, familiale, qui est en adéquation aussi. Donc, je pense que la question qui pourrait être posée pour revenir à ça, c'était en fait, c'est quoi la différence pour toi entre ces entreprises que tu as pu vivre auparavant, qui étaient entreprises du CAC 40, des boîtes bien installées, bien en place, et ces entreprises-là qui sont en croissance, en structure, en fait. Ça, je pense que ça pourrait être une bonne question. Ok, j'ai déjà répondu. Laquelle tu viens de répondre. Ok.
Et ben Bertrand, je crois que on a fait le tour. Maintenant que tu t'es auto-posé la question et que tu as auto-répondu, je crois qu'on a fait le tour. Et en tout cas, merci de m'avoir invité. Très cool. J'espère que les gens qui nous écouteront n'auront pas perdu leur temps. Le temps, c'est précieux. La vie, c'est précieux. Si vous faites chier au cours de l'entretien, n'hésitez pas à tout arrêter. Non, mais ça veut dire que si vous avez été jusque-là, c'est que ça a été quand même assez intéressant. Voilà. Et qu'en fait, vous avez peut-être dit, en fait, j'aurais vraiment dû couper à 30 minutes. Non, mais n'hésitez pas à couper. C'est trop tard. Mais j'aurais peut-être dû dire ça au début. En fait. Si ma voix vous fait chier, ou si je suis pas intéressant, n'hésitez pas. Bon, merci Bertrand. Merci pour les conseils les conseils sur les micros, l'enregistrement, tout ça. Par ailleurs. Ça se trouve, en plus, je me suis même pas vraiment écouté, mais ça se trouve, ma voix est moins bien que la tienne. T'as une voix de crooner. T'as une voix de crooner, n'en doute pas. À très bientôt et merci. C'est bien, ciao. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.